Rien. Vous ne pourrez rien découvrir aux enfants si vous prétendez leur cacher le merveilleux, l'inexpliqué, l'inexplicable, l'impossible qui se trouve dans le vrai tout aussi bien que dans l'imaginaire. Ces mots que vous venez d'entendre sont ceux de Pierre-Jules Hetzel, l'éditeur historique de Jules Verne, des mots qu'il écrit en 1862 dans la préface de la réédition qu'il est en train de mener des Contes de Charles Perrault. Cette réédition, intéressante à plus d'un titre, prend la forme d'un grand livre illustré, luxueux et imposant, et elle s'ouvre en frontispice sur une image assez singulière. Cette image est restée célèbre depuis, elle représente une grand-mère entourée d'enfants autour d'un livre et transmettant le goût de la lecture. Et c'est cette image que je vous propose d'analyser ensemble aujourd'hui. Cette grande illustration représente une grand-mère portant des lunettes sans monture, entourée d'enfants d'âges différents. Un personnage jeune, aux traits maternels, se trouve derrière elle et encadre la scène de ses bras. Cette grand-mère tient un livre ouvert sur ses genoux, un ouvrage imposant, usé et corné, et qui présente, détail important, l'esquisse d'une illustration sur sa page de gauche. Elle est assise sur un imposant fauteuil de style médiéval et semble faire la lecture à des enfants qui ont des réactions assez variées. Certains expriment la peur quand d'autres regardent ailleurs ou assistent de façon un peu nonchalante à la scène. Ces enfants sont habillés d'une façon assez étrange. Les étoffes sont luxueuses, notamment pour la petite fille à droite. L'on comprend par la présence d'une petite niche en bas à gauche qui présente en fronton le mot « théâtre » que ces enfants sont probablement déguisés dans une mode plutôt ancienne. Un animal au poil moutonneux se tient en bas à gauche de l'image, sur une planche à roulettes et tenu en laisse par le garçon du milieu. Il s'agit probablement d'un jouet, d'un animal faux, un petit chien dont l'apparence rappelle malgré tout une sorte de mouton. En bas de l'image, un étrange personnage allongé, ayant la main d'un enfant au niveau de sa bouche, peut-être même le doigt dedans, porte un casque et a l'apparence d'une marionnette au visage de bois. Au bout de sa main, un objet ressemble à un jouet pour enfants en bois, dont la forme rappelle celle d'un petit moulin à ailes. Au fond, un tableau représente un homme allongé, un chapeau à terre renversé à ses côtés. Un tout petit personnage en bas lui touche son pied droit. Il s'agit du Petit Poucet, au cœur de la scène célèbre où il retire les bottes de l'ogre. L'ensemble de la composition se place dans un univers intérieur indistinct, devant un mur, et s'appuie sur une grande diagonale nettement visible, du haut à gauche vers le bas à droite de l'image. On doit cette composition à l'important peintre et graveur du XIXe siècle, Gustave Doré, auteur des illustrations de cette réédition de 1862 des Contes de Charles Perrault. La technique qu'il utilise ici est celle de la gravure sur bois, procédé d'illustration consistant à dessiner ou reproduire un dessin sur un morceau de bois qui a des propriétés bien particulières, un dessin qui est ensuite gravé, c'est-à-dire creusé autour du trait dessiné pour venir créer une surface en relief qui puisse ensuite être ancrée et imprimée. Selon les habitudes propres à l'histoire de l'illustration, l'auteur de l'image et le responsable du procédé de la gravure sont deux personnes distinctes. Si Gustave Doré a bien réalisé l'image, c'est Adolphe François Penmaker, graveur belge crédité en bas à droite, qui a obtenu la confiance de l'artiste pour venir interpréter son dessin. Cette image présente une situation assez canonique pour mettre en scène la transmission de la lecture et la pratique du livre dans un contexte familial et féminin. L'analyse de ces sous-entendus révèle malgré tout une image passionnante à bien des égards, préparant d'une certaine manière la grande effervescence à venir autour du livre pour la jeunesse au cours des années 1880, et empruntant aussi à la grande histoire de la peinture, de l'enluminure médiévale jusqu'à l'iconographie religieuse. Cette représentation d'une grand-mère lisant à des petits-enfants prend place, au cours des années 1860, dans un contexte majeur, en plein Second Empire, où la littérature pour la jeunesse se renforce dans la société, tant dans l'esprit des éditeurs, que dans la fabrication d'ouvrages qui leur soient spécifiquement destinés. L'éditeur Pierre-Jules Hetzel, qui éditera notamment Jules Verne et 5 semaines en ballon dès 1863, un an après notre ouvrage, souhaite alors créer des publications à destination de la jeunesse, ou de l'enseignement, en mettant en avant le genre du conte, un genre associé au merveilleux pour les enfants. Il souhaite avant tout produire des éditions luxueuses mais aussi plus accessibles. Il décide alors de s'associer volontairement à Gustave Doré, peintre respecté au XIXe siècle, et auteur de nombreuses illustrations de textes religieux à la même époque. Il réalisera notamment d'importantes illustrations pour la Bible, mais ce sont surtout ses compositions pour la Divine Comédie de Dante qui intéresseront l'éditeur. Gustave Doré est en effet, au même moment, dans son voyage illustratif au sein des Enfers, donnant naissance à ces grandes gravures restées célèbres depuis, représentant le parcours de Virgile et Dante dans des paysages infernaux grandioses, foisonnants et menaçants.
Dans la préface des contes, Hetzel montre son choix explicite de mobiliser un illustrateur d'ouvrages grandioses, spirituels et surtout terrifiants, pour venir interpréter d'une façon saisissante, inquiétante et même parfois violente les célèbres contes de Charles Perrault. La volonté de créer une peur et un émerveillement chez les enfants est parfaitement assumée dans le programme éditorial, donnant naissance à de spectaculaires illustrations tout au long du livre. Le petit chaperon rouge, menacé par un loup rendu terrifiant grâce au travail de la gravure sur bois, des forêts inquiétantes et lugubres pour la Belle au bois dormant, ou encore un grand château ténébreux pour Barbe Bleue. C'est dans ce contexte que le frontispice des contes de Charles Perrault prend place, en associant le livre, la lecture et leur transmission au cadre de la famille, et plus précisément à un contexte féminin et assez riche. À première vue, l'image met ainsi en scène un rapport à la lecture qui paraît particulièrement daté aujourd'hui, dans un intérieur bourgeois, impliquant des valeurs conservatrices de transmission, d'autorité, d'un passage des valeurs entre générations. La lecture est ici représentée comme une activité de groupe, collective, et potentiellement fédératrice. La composition de l'image montre un effet de regroupement en cercle autour de la grand-mère, figure centrale, donnant le sentiment d'une famille unie autour de valeurs et d'objectifs communs. Ce contexte familial contribue à créer autour de la lecture une atmosphère qui se veut réconfortante, et pourtant cette lecture y apparaît explicitement terrifiante. Le choix de Gustave Doré est d'un illustrateur donc au style acéré, dont les noirs de la gravure sont souvent inquiétants, confère à l'image une atmosphère de terreur apparaissant avec certitude dans le regard des enfants, effrayés par la lecture en cours. Plus subtilement, l'homme, en surplomb dans le cadre, censé représenter l'ogre, crée aussi une menace planante sur la scène. Sa position allongée rappelle davantage celle d'un homme mort, voire d'un fusillé, et non celle d'un dormeur paisible. Le choix de représenter le chapeau renversé à terre est en effet une image classique en peinture de la mort. L'on peut songer par exemple au célèbre tableau de Jean-Léon Gérôme présentant l'exécution du maréchal Ney, allongé, le chapeau à terre, ou à cette très belle pièce de Charles-Louis Muller où l'exécution du poète André Chénier, lors des événements de la Révolution française, est merveilleusement représentée par ce chapeau renversé près d'une chaise, symbole de sa décapitation à venir par la guillotine. À travers cette image, c'est tout l'imaginaire de la Troisième République à venir qui apparaît en inscrivant la lecture sous le patronage des aînés et leur transmission. La composition de l'image ne trompe pas, fondée sur cette diagonale descendante. La transmission est ici affaire d'héritage familial, d'un respect des anciens, d'un passage des valeurs anciennes aux enfants et la création d'un fil entre les générations. 3 générations sont d'ailleurs représentées ici, la grand-mère, la fille et les petits-enfants. Cette figure de l'aîné possède dans l'image une certaine autorité, conférant une dimension patriarcale, ou matriarcale plutôt ici, à la transmission de la lecture. L'époque est à la mise en avant de cette figure de l'aîné, chez des auteurs parfois plus connus, des auteurs proches d'ailleurs des éditions Hetzel où il publie régulièrement. L'on songe bien évidemment à L'art d'être grand-père de Victor Hugo en 1877, qui entraînera dans son sillage une effervescence considérable autour de la figure du grand-père dans la société française. Lui qui deviendra d'ailleurs grand-père symboliquement de toute la nation dans les représentations du temps. Ce modèle de transmission de la lecture sera précisément la cible de Jean-Paul Sartre en 1963 dans son autobiographie Les mots, lorsqu'il évoquera à travers son grand-père les souvenirs de cette bibliothèque de la Troisième République et son imaginaire patriarcal poussiéreux autour du livre. L'on songe aussi, dans un état d'esprit plus proche de cette image encore, à George Sand qui, dans ses Contes d'une grand-mère, en 1873, assume elle aussi cette posture de l'aïeule bienveillante, en prenant la place de cette grand-mère transmettant le goût de la lecture à ses petites filles. L'image de Gustave Doré associe plus explicitement la lecture à un rôle féminin, à travers le personnage de la grand-mère certes, mais aussi à travers son relais, celui de la mère au visage doux. Ses bras sont d'ailleurs ouverts et encadrent les enfants, en occupant dans l'image une place importante. Cette image est d'ailleurs promise à un grand avenir, puisque cette transmission de la lecture autour de la grand-mère, un livre sur les genoux, c'est un élément assez fréquent de notre culture commune, que l'on retrouve sous différentes formes tout au long de l'histoire de la littérature de jeunesse, et qui est même présent aujourd'hui encore sur Internet à travers des images génériques. Cette image dans sa composition d'ensemble va plus loin en suggérant l'association de la lecture à un univers pastoral bucolique, celui d'un univers pur et originel. L'ensemble de l'image, si l'on peut utiliser cette expression, moutonne dans ses formes. Tout y est exubérant, tout a tendance à friser comme la laine des moutons, dans un univers associé à celui de l'enfance.
Le petit animal à gauche, qui semble être un chien, rappelle malgré tout l'univers rural, fermier, une sorte de petit mouton tenu par un enfant. Plus subtilement, ce sont les vêtements, les manches et les cheveux des enfants qui frisottent et créent au sein de l'image une continuité entre les formes. Les enfants, selon une image très commune, notamment en poésie, sont de petits moutons bienveillants, purs, associés à un monde originel, bucolique, et c'est bien la lecture qui fournit le cadre de cet univers ici. Mais ce moutonnement de l'image prend également ici une autre signification. Il renvoie à l'univers du jeu, à une sorte de désinvolture enfantine, car le frisottement suppose des formes plus libres, plus désordonnées et plus espiègles. Au-delà de tous ces éléments qui s'inscriront dans cette culture ancienne et républicaine assez surannée, le travail de l'image proposé ici par Gustave Doré est en réalité d'une très grande richesse iconographique lorsque l'on analyse de plus près encore certains de ses sous-entendus. Parmi ces richesses, il est difficile en réalité d'identifier avec clarté quel est le véritable centre de l'image. Notre regard est attiré par différents personnages, formant des points d'attention variés, et conférant à l'ensemble une impression de désordre, un désordre en réalité très maîtrisé par son auteur. Est-ce la grand-mère que nous devons regarder? Ou la petite fille qu'elle tient dans ses bras? Ou plutôt la mère? Ou le livre? Le centre exact de l'image est étrangement assez informe, quelque part entre le tissu et le haut du livre. Mais c'est bien le livre en lui-même qui occupe, au cœur de l'image, une place décisive. Il est d'ailleurs très légèrement désaxé par rapport au centre, ce qui contribue paradoxalement à le mettre en valeur. Il est présenté comme un objet sacré, à respecter, à aimer et à chérir. Le très beau travail de la gravure sur bois ici, fonctionnant souvent par des hachures nettement visibles, se fait en réalité sur lui assez discret, puisqu'il est présenté comme un objet immaculé. Contrairement à toutes les rayures environnantes, le livre montre lui une surface lisse, réconfortante, créant une lumière et une clarté au sein de l'image. Le livre semble rayonner et diffuser un pouvoir spirituel. Il est surtout présenté comme un objet d'étude potentiel, un détail qui a son importance. La grand-mère, portant des lunettes, a certainement quelques problèmes de vue liés à son âge, mais ces lunettes, sans monture, rappellent l'attitude du chercheur, de celui qui lit pour apprendre, pour étudier. Nous comprenons alors que l'ouvrage n'est pas simplement un livre que l'on lit avec plaisir ici, c'est un livre qui permet de raisonner, d'apprendre. Ces lunettes ne sont pas sans rappeler d'ailleurs cette tradition médiévale montrant des personnages à l'étude devant des livres, portant des lunettes. Et ce n'est pas la seule trace de médiévalisme dans cette image qui emprunte à l'enluminure médiévale certaines de ses caractéristiques, notamment parce que le Moyen-Âge apprécie tout particulièrement représenter les scènes de lecture. En dehors du fauteuil en lui-même apportant une touche médiévale à la scène, la représentation du livre sur les genoux ou du livre à l'étude est une constante dans l'enluminure qui semble ici être reprise avec subtilité, autour de cette nouvelle lecture illustrée, ce livre, imposant et cher à image, miroir de l'édition des contes illustrés par Gustave Doré. Tous ces éléments contribuent à donner au livre et à la lecture une dimension sacrée, une religiosité nouvelle qui sera précisément au cœur du développement de la lecture au cours des décennies suivantes. Là où l'art de Gustave Doré atteint une grande subtilité, c'est par sa capacité à reprendre certains aspects à l'histoire de la peinture traditionnelle pour servir son nouveau sujet, à savoir le livre illustré et sa transmission. Il est difficile de ne pas noter, au-delà des emprunts aux enluminures, une influence probable de la tradition de la peinture sacrée et chrétienne, peut-être plus cachée mais assez visible par habitude iconographique. Le personnage de la mère notamment possède des traits particulièrement reconnaissables. La tête baissée, les yeux clos ou peu visibles, les traits particulièrement doux et virginaux, l'on peut peut-être reconnaître en elle la trace des personnages féminins sacrés de l'histoire chrétienne, comme la Vierge Marie, ou certaines saintes fréquemment représentées dans cette posture, le regard vers le bas, dans cette attitude de piété ou d'humilité, le regard tourné parfois vers l'enfant Jésus. L'ensemble de la composition, de façon significative, n'est pas sans rappeler une tradition plus précise encore de la peinture chrétienne, celle de la Vierge à l'enfant. Si l'on prend un des exemples les plus connus, la Vierge à l'enfant avec Sainte Anne de Léonard de Vinci, l'on est vite frappé par la variété des ressemblances. Une même diagonale, du haut à gauche vers le bas à droite, un cadrage identique, un personnage assis au milieu de la scène, parfois l'enfant sur ses genoux, un autre, Sainte Anne, derrière, au regard baissé, en arrière-plan, tout comme la présence de l'enfant, ou celle d'un agneau, qui trouve ici son pendant dans le petit chien mouton en bas à gauche. Un subtil jeu possible donc autour de l'iconographie chrétienne, qui permet à Gustave Doré de proposer une nouvelle religiosité du livre,
un objet qui prend presque la place de l'enfant Jésus sur les jambes, et une religiosité qui sera précisément celle de la République par la suite, et sa tentative d'une sorte de religion laïque. L'analyse de cette image offre ainsi un regard riche et précieux sur certains grands principes qui seront ceux de la République par la suite, autour de la promotion du livre et de la lecture. La transmission, le respect des anciens, l'héritage familial, et une nouvelle religiosité du livre par la reprise subtile de codes propres à la peinture chrétienne. Du moins, et c'est peut-être là tout l'art de Gustave Doré, peut-être sommes-nous en partie trompés en restant en surface de l'image et de l'interprétation, tant en réalité l'auteur multiplie des signes de jeu avec ses traditions, qu'il ne reprend pas avec exactitude, ou du moins pas tout à fait. S'il est possible d'identifier une potentielle reprise de l'iconographie religieuse, celle-ci paraît aussi traitée avec une certaine désinvolture. Si la grand-mère prend la place de Marie, son visage ridé ne saurait offrir la pureté des traits habituels de la Vierge. Si le mouton rappelle l'agneau, celui-ci est remplacé par un faux mouton, un jouet à roulettes et un chien possiblement. Par ailleurs, toute l'image est inscrite dans un contexte farcesque assumé, les personnages étant déguisés, dans un petit théâtre, de la part d'un illustrateur qui proposera aussi par la suite des images des grands textes classiques comiques comme Gargantua ou Don Quichotte. L'utilisation possible de cette image comme un emblème de cette culture républicaine, patriarcale, faite d'une religiosité laïque autour de la lecture, ne saurait complètement aplatir le travail de réinterprétation artistique qui est celui de Gustave Doré, une désinvolture dans sa composition qui est aussi la désinvolture de l'enfance elle-même. À première vue, l'image donne l'illusion que la lecture est ici affaire d'autorité, de transmission, d'un passage dans le respect et l'obéissance absolue. Nous avons vu que la diagonale de l'image pouvait suggérer une telle idée, du moins pour un spectateur peut-être un peu rapide. Si l'on regarde la composition de plus près, en réalité, celle-ci ne va pas entièrement en ce sens, laissant aux enfants une place plus libre et moins contrainte que les apparences. Les enfants, par exemple, ne regardent pas tous dans la même direction, et leur comportement forme un certain désordre significatif dans l'image. Le petit garçon, en surplomb, occupe aussi une place tout à fait singulière. Il est significativement placé tout en haut, donc il existe une personne dans l'image au-dessus de l'autorité de la grand-mère, et son attitude suggère une certaine espièglerie, tant dans ses vêtements que dans son attitude ou dans son regard qui paraît légèrement assoupi. Tout se passe comme si Gustave Doré avait voulu tempérer l'autorité de l'image et ce contexte de transmission de lecture par des traits associés à la liberté, à la désinvolture, voire même à la folie, et dans un univers particulièrement lié au jeu. Le personnage de la marionnette, sorte d'arlequin, de poupée ou de guignol, est à ce titre particulièrement important. Mis en avant par la composition même de l'image, au sein de la fameuse diagonale, son allure intrigue, tout comme son casque de forme comique. Il rappelle aussi singulièrement le personnage de Don Quichotte, que Gustave Doré illustrera abondamment, souvent dans une posture allongée lui aussi. Plusieurs éléments vont en ce sens, qu'il s'agisse à ses côtés de ce jouet en forme de moulin, ou du petit mouton à sa droite, deux des scènes les plus connues du roman de Cervantes lorsque Don Quichotte s'attaque au moulin qu'il prend pour des géants, ou à un troupeau de moutons qu'il croit être une fantastique armée. Cette allusion potentielle à Don Quichotte, qu'elle soit prouvée ou non, permet de rattacher la lecture à un univers fantasque, à une grande vitalité et à une espièglerie qui correspond bien au caractère des enfants. Ce personnage est peut-être l'incarnation d'un plaisir de lecture conduisant à une liberté et à une folie bienveillante, mais d'une folie à contrôler et à canaliser, ce que cette image du doigt peut venir suggérer, comme un rappel d'une autorité inquiétante dont il faut malgré tout se méfier. Ces sous-entendus importants viennent donc tempérer le rapport obéissant à la lecture que les apparences pouvaient initialement suggérer. En réalité, la préface des contes de cette édition va en ce sens puisque l'éditeur, Hetzel, y décrit l'enfant comme un être intelligent, autonome, plus riche que ce que les adultes peuvent en penser. Il s'attaque aussi à une attitude parfois trop moralisatrice à leur sujet, en développant une légère ironie à l'encontre d'une morale qui serait trop forte et qui exigerait des enfants une obéissance servile face à leur maître. Il en appelle au contraire à une certaine liberté et espièglerie de l'enfance, chose dont sont dénués selon lui les préceptes de moralité qui peuvent circuler dans la société du temps. Il emploie alors une belle image, en estimant que son édition des contes se devrait au contraire d'être plus libre et frivole. Je cite, « C'est à l'exagération de ce bon sentiment qui veut que rien d'immoral n'effleure l'enfance que nous devons les milliers de livres en plomb, dont on écrase le premier âge, dans notre soi-disant frivole pays de France. La morale, pour convenir aux enfants,
on ne saurait trop le répéter, n'a pas besoin d'avoir 100 pieds de hauteur ou de profondeur, ni de peser 100 kg. Je la veux légère, aimable et gaie comme eux-mêmes. C'est bien une image fantasque, libre et gaie qui apparaît à travers les détails subtils de cette composition, qui reprend certes la tradition iconographique sacrée et sérieuse, mais qui réussit aussi à ménager tous ses publics potentiels au sein d'une image destinée à annoncer la lecture des contes à venir. C'est un frontispice, c'est-à-dire la première image du texte, et donc elle est là pour incarner l'état d'esprit de l'œuvre qui va être lue. C'est ce qui contribue à toute la richesse de cette image, qui offre un spectacle double à qui veut le voir, celui d'une part d'un rapport patriarcal à la lecture, conservateur, moralisant, conjointement à cet essor du livre et de la lecture qui accompagnera certes la massification de l'instruction au cours des décennies suivantes. Sous l'image toutefois, et dans le travail de l'artiste d'autre part, apparaît au contraire une possibilité d'émancipation par la lecture, dans la remise en cause du pouvoir des maîtres, et dans une confiance assez visible dans l'enfance, dans sa richesse et dans ses forces pour l'avenir. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, en tout cas moi ça a été un grand plaisir. Je suis très content de vous retrouver sur cette chaîne après un long moment d'absence, c'est le retour des vidéos enfin, et un beau programme s'annonce, j'ai très hâte de vous le montrer, et normalement tout ça sera beaucoup plus régulier cette fois-ci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à la commenter, à mettre un pouce et aussi à vous abonner. De toute manière, vous connaissez la manœuvre et c'est la meilleure manière de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Je tiens sincèrement à vous remercier aussi pour votre soutien régulier par message ces dernières années. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à mon compte Instagram ou à mon compte Twitter. C'est là où je publie régulièrement des informations et vous aurez toute l'actualité de la chaîne. La prochaine vidéo est prévue en toute logique pour la fin février, et j'ai très hâte de vous la montrer parce qu'il s'agit d'une collaboration, et vous verrez, ce sera sympa. Et sinon, vous verrez aussi au cours des prochains mois, un reportage que je prépare depuis longtemps va arriver sur la chaîne, et il est enfin arrivé au bout. D'ici là, moi je vous dis, portez-vous bien, et à très vite sur la chaîne.